Bienvenue dans le MAG, votre émission quotidienne sur School TV, 30 minutes dédiées à la scolarité de vos enfants. Chaque semaine, lumière sur des initiatives locales, régionales et nationales. Aujourd'hui, c'est en compagnie d'Agathe Delannoy. Bonjour Agathe. Bonjour Alix. Et au sommaire de cette édition, la crise sanitaire a fait du sujet de la santé mentale chez les jeunes une préoccupation majeure, en particulier le trouble bipolaire chez les enfants et les adolescents. On fait le point avec Laetitia Payen, présidente de l'association Bicycle, et Delphine Ferco, membre de l'association. Comment aborder cette problématique délicate? Quelles en sont les causes? Quand et comment diagnostiquer la maladie? Ou encore, comment apprendre à mon enfant à vivre avec? Éléments de réponse dans cette émission. Et Agathe, dans ta loupe, tu nous parles de santé mentale de manière assez globale. Très bien. Et c'est dans un instant. C'est parti pour une nouvelle émission. Laetitia Payen, bonjour. Payen, bonjour. Je ne me trompe pas? Payen, oui, c'est ça. Vous êtes donc la présidente de l'association Bicycle. Vous êtes aussi la maman de Stan, aujourd'hui âgé de 15 ans, bientôt 15 ans, dans un mois, je crois. Il a été diagnostiqué bipolaire juvénile, si je ne me trompe pas, oui. À l'âge de 5 ans. Oui, exactement. J'en profite pour dire que vous avez écrit Mon enfant cyclone, le tabou des enfants bipolaires aux éditions Flammarion. Et avec nous également Delphine Ferco. Vous êtes adhérente de l'association. Et votre fille, elle aussi, a été diagnostiquée il y a 4 ans de troubles bipolaires juvéniles. Aujourd'hui, elle a 12 ans et demi. Tout d'abord, comment vont Stan et Manon aujourd'hui? Qui commence? Alors moi, mon fils a été diagnostiqué très jeune, à l'âge de 5 ans. Donc aujourd'hui, il va avoir 15 ans. Et quand il était diagnostiqué, on pensait qu'il ne serait pas scolarisable. C'était extrêmement compliqué, la vie quotidienne. Et aujourd'hui, il va très très bien. C'est tout l'enjeu du diagnostic précoce. Il suit une scolarité classique, même s'il a droit à quelques aménagements. Et il envisage, à la fin de l'année, de s'orienter vers un bac professionnel. On va revenir justement à l'enjeu autour du diagnostic précoce. Et Manon, comment va-t-elle? Alors Manon va bien, elle se stabilise plutôt bien. Elle est aujourd'hui en 5e, elle a des aménagements et un temps scolaire qui lui est dédié avec la mise en place d'une AESH et d'outils pour lui permettre de travailler dans les conditions les meilleures et de s'intégrer le mieux possible au sein de sa classe et de l'école. Et à titre personnel, quels sont les signes qui vous ont alerté concernant Stan et Manon? Alors, il y a plusieurs signes qui peuvent alerter. En général, les symptômes les plus bruyants, c'est des crises de colère explosives, une intolérance à la frustration extrême. Alors, évidemment, c'est un ensemble de symptômes. C'est ça parmi d'autres symptômes, parce qu'évidemment, tous les enfants qui ont des crises de colère et qui sont intolérants à la frustration ne sont pas bipolaires. Donc après, en fait, c'est des symptômes qui perdurent, qui s'aggravent. D'autres symptômes se sont ajoutés, des TOC, de l'hypersensorialité. Et en fait, il y a la violence qui est apparue très, très rapidement. La vie est devenue très rapidement extrêmement compliquée. Tous les gestes de la vie quotidienne, Stanislas n'était que rage. Et donc, il a commencé aussi à se mettre en danger. Il a eu 2 tentatives de suicide à l'âge de 5 ans. Donc, tout ça nous a poussé effectivement à faire des démarches pour comprendre ce qui se passait et comment on pouvait l'aider. Et le diagnostic a été rapidement posé? Non, il y a eu vraiment une errance médicale, une errance diagnostique. Il y a beaucoup d'autres diagnostics qui ont été posés avant. On a une suspicion de TDAH, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, de TSA, trouble du spectre autistique, HPI, dépression, enfin voilà, il y a tout un tas de diagnostics qui ont été posés, mais finalement, même s'il y a certains éléments qui correspondaient, ça n'expliquait pas le problème et surtout ça ne nous apportait pas de solution. À l'époque, vous posiez la question? Non, pas qu'éventuellement ça pouvait être ça? Non, je ne connaissais pas du tout. Et puis en plus, comme Stanislas n'était que rage, il n'y avait pas de moment vraiment de dépression. Et du coup, je me suis dit non, c'est pas ça en fait. Mais justement, dans la bipolarité juvénile, c'est quelque chose qui est spécifique. La dépression chez l'enfant se traduit plutôt par beaucoup d'irritabilité, des crises de rage, etc. Donc voilà.
Et quant à Manon? Alors, quant à Manon, en fait, elle a été diagnostiquée après le confinement, mais vraiment j'ai envie de dire presque par hasard. Elle avait aussi des crises explosives. Alors, on avait eu des événements familiaux, personnels, qui ont fait qu'à un moment donné, on se dit, là, c'est tel événement qui déclenche des émotions qu'on n'arrive pas à canaliser. Donc, on a vu différents spécialistes aussi, qui très généralement ont remis en cause clairement nos méthodes éducatives. Donc c'est aussi un peu une double peine en tant que parent de s'entendre dire qu'on n'élève pas nos enfants comme il faut, qu'il faut être plus sévère ou plus laxiste. Enfin voilà, ça crée aussi des tensions dans le couple parce que forcément c'est toute la famille qui est englobée dans cette pathologie. Et Manon également a tenté de passer par la fenêtre. Clairement, on va appeler les choses telles qu'elles sont. Elle a essayé de passer par la fenêtre, donc ça a été violent aussi pour nous. On s'est dit c'est pas possible qu'à 6 ans une enfant veuille passer par la fenêtre. C'était très très violent. Et puis les phases se sont calmées, donc c'est ce qui nous a permis de dire bon, c'est un épisode qui était plutôt isolé, anecdotique. Et puis plus tard, d'autres événements sont revenus, enfin les crises sont revenues, des angoisses pour aller à l'école. On n'arrivait pas à comprendre parce qu'on était très à l'écoute. On n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce qui déclenchait ces crises. Et puis, elle était très mutine. En fait, il y avait beaucoup de difficultés à verbaliser ce qu'elle ressentait et de verbaliser ses émotions. Et jusqu'au jour, en fait, à la énième crise, en fait, d'un point de vue très caricatural, elle est tellement passée d'un extrême à l'autre que sur le coup, je me suis dit, mais c'est pas possible, elle est bipolaire. Mais avec la caricature qu'on connaît de la maladie et telle qu'elle nous est décrite dans beaucoup que ce soit d'émissions ou de reportages ou de films. Et donc, j'ai tapé bipolarité chez l'enfant. Et ça a été un déclencheur parce qu'en lisant vraiment tout ce qui pouvait être dit sur la maladie, j'avais l'impression qu'on avait ouvert une boîte de Pandore et qu'en fait on avait des caméras dans la maison, dans notre entourage et qu'on pouvait tout lire. Et donc en tapant sur ce site, je suis tombée sur l'association Bicycle. Et c'est vraiment là que j'ai eu la réponse à de nombreuses questions, des témoignages de parents, des témoignages, comment dirais-je, une écoute déjà. Et puis, par la suite, nous avons rencontré des spécialistes qui nous ont permis effectivement de mieux comprendre Manon, de poser aujourd'hui un diagnostic, de poser un traitement, d'avoir un suivi thérapeutique. Elle fait une TCC, une thérapie comportementale et cognitive, qui est vraiment l'indice et la thérapie par... comment dirais-je, par préconisation, voilà, qui est vraiment pour l'aider. Ça l'a beaucoup aidé à verbaliser. Pour bien comprendre, ce sont des thérapies dans lesquelles on nous apporte des outils concrets. Exactement, à décortiquer. Des exercices. Exactement, à décortiquer qu'est-ce qui a pu déclencher une crise, qu'est-ce qui a mis en exergue certaines émotions, quelles qu'elles soient. Et puis, voilà. Donc aujourd'hui, Manon travaille sur ses émotions encore régulièrement avec ses thérapeutes. Elle a un très bon suivi et voilà, on évolue. Donc c'est une hygiène de vie, c'est un quotidien qui est rythmé par un sommeil régulé, puisque le sommeil étant le premier régulateur de l'humeur, il faut qu'il y ait un sommeil vraiment bien cadré, une hygiène alimentaire pareil qui soit cadrée et puis tout organisé. Tout est organisation au quotidien. Chaque événement doit être organisé. Voilà, c'est très fatigant, c'est très usant. Voilà, c'est parfois vampirisant, mais voilà, aujourd'hui on sait, on a la chance de savoir, c'est pas le cas de beaucoup, mais d'où l'importance de ces associations, pardon. La bipolarité juvénile qu'on appelle aussi cyclothymie, je crois. Exactement. C'est très rare. Alors, en fait, c'est surtout qu'il y a une méconnaissance extrême de ce trouble. Alors, en fait, quand on parle de bipolarité, on pense toujours à la bipolarité typique et caricaturale. Celle qu'on appelait avant les années 60 la psychose maniaco-dépressive. C'est celle-ci que tout le monde connaît, avec une alternance de phases d'excitation, d'exaltation de l'humeur, donc la phase maniaque ou la phase up, et ensuite une alternance avec une phase plus dépressive qu'on appelle la phase down. Et entre ces deux phases, on a des périodes d'euthymie où l'humeur est normale, puis ça revient. Donc ça, c'est vraiment la bipolarité que tout le monde connaît, où la personne va être capable d'acheter 3 voitures le même jour. Enfin voilà, c'est vraiment le côté très, très caricatural. Et à partir des années 60, on a parlé de troubles bipolaires et plus de psychose maniaco-dépressive parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait tout un spectre de la bipolarité. Et dans ce spectre de la bipolarité, nous avons la cyclothymie, qui est une bipolarité où on a des cycles extrêmement rapides. Donc les phases, au lieu de durer plusieurs mois ou plusieurs semaines, vont durer
sur la journée ou Et ça parfois ne quelques concerne heures. que les enfants? Alors, ça concerne aussi les adultes. Ça D'accord. concerne aussi les adultes. Mais c'est la seule forme de bipolarité. En fait, qu'on retrouve chez les enfants. avant 15 ans, c'est vraiment ce type de bipolarité qui est le plus retrouvé, qui peut ensuite s'aggraver Mais on sait pourquoi et se transformer. Alors en fait, c'est aussi lié à l'immaturité du cerveau. D'accord. L'enfant est en Tout va plus vite, développement, oui, et puis du coup, l'expression du trouble bipolaire va s'exprimer en fait différemment. C'est pas forcément l'humeur qui va être en premier plan. Ça va vraiment être l'irritabilité, l'excitabilité. Oui, mon introspection, mais plus de réactions plus primaires peut-être. Donc exactement. Et donc du coup, elle est souvent considérée comme une forme de bipolarité atténuée, pas vraiment à juste titre. C'est parce que les phases vont être moins hautes et moins basses que dans la bipolarité typique et caricaturale. Par contre, on va pas avoir d'euthymie, c'est-à-dire de périodes où l'humeur est normale. On va avoir cette succession permanente de phases qui est extrêmement épuisante, évidemment pour la personne qui en souffre, mais aussi pour l'entourage. Ce que disait Delphine, c'est une maladie où toute la famille est en souffrance. Ça, c'est quelque chose d'important. Et en plus, c'est une maladie où donc oui, il n'y a pas il y a jamais de répit finalement. Oui. Donc voilà, c'est extrêmement compliqué. Restez avec nous, c'est l'heure de la loupe. Et cette semaine, Agathe, tu nous parles dans ta loupe de la santé mentale des jeunes, grande cause du gouvernement. Eh bien oui, ce sont les premiers concernés et souvent les premiers informés sur ces questions-là sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. On voit beaucoup de jeunes partager leurs astuces justement pour gérer un peu leur anxiété, leur stress en livrant un peu leur récit personnel. En France, l'assurance maladie estime que jusqu'à 2,5% de la population serait atteinte de troubles bipolaires, ce qui représente 1,6 million de personnes qui seraient atteintes de la bipolarité. Et c'est vrai que depuis le Covid, les 18-25 ans ont suivi des épisodes dépressifs beaucoup plus accentués, de manière beaucoup plus récurrente. Et pour comprendre un peu de quoi il s'agit entre justement ces épisodes dépressifs chez les jeunes, mais aussi la bipolarité, quelle est la frontière à un âge justement où on se construit l'adolescence, c'est un moment un peu compliqué. J'ai voulu interroger Anaëlle Chaudan, qui est psychologue de l'enfant et de l'adolescence, qui nous explique un peu cette barrière finalement. On peut l'écouter. Les méandres de l'adolescence font qu'il y a des moments où les ados, ils se dépriment. Et ils se dépriment fort. Parce que c'est un moment où il y a tellement de remue-ménage, il y a tellement de changements dans le corps, dans la pensée, dans les choix de vie aussi. On y pense rarement, mais l'adolescence, c'est un moment où on demande aux jeunes de faire des choix dans leur vie, pour leur futur, et ça peut être vraiment source de beaucoup d'inquiétude. Et ça les déprime. Ça les déprime aussi. Quand on se déprime, c'est là où on se connecte aussi à des choses en soi. Donc, mais c'est un moment, ça peut durer quelques semaines, quelques mois, peut-être parfois un an et demi, après ça bouge. Mais il y a la question de la temporalité. Un trouble bipolaire, ça va s'inscrire dans le temps, c'est-à-dire qu'il y aura peu de moments vraiment d'accalmie. Il va y avoir toujours cette alternance entre des phases où ça va pas du tout, mais vraiment, c'est-à-dire quand on dit broyer du noir, c'est ça. C'est presque s'enfermer puis pouvoir sortir, et à l'inverse des moments où d'un coup je dirais on pète le feu. Agathe, pour autant, c'est plutôt naturel de traverser différentes phases à l'adolescence. Bien sûr, tout le monde y est tous passé, c'est normal, c'est une époque, comme elle explique, où on grandit. Mais voilà, elle me disait également, si vraiment il y a des besoins d'aller consulter un psychologue pour parler, qu'on soit atteint de bipolarité ou non, c'est absolument nécessaire d'être suivi par un médecin qui lui pourra poser un diagnostic et estimer justement où est-ce qu'on se trouve dans toutes ces maladies, ou si simplement on est dans des phases de changement et on a juste besoin de parler avec quelqu'un finalement. Il y a un dispositif qui est mis en place qui s'appelle Mon Soutien Psy, qui va être mis en place par le gouvernement justement, qui va aider, qui va pousser aux jeunes justement à aller pouvoir avoir des séances chez le psychologue qui seront remboursées. Merci Agathe. Laetitia, Delphine, je vous sentais réagir pendant la chronique d'Agathe. Est-ce que Alors oui, tout à fait. En fait, il y a les enfants de l'association à l'adolescence, quand ils vont consulter, on leur dit toujours oui, c'est l'adolescence, c'est rien, ça va passer. Et en fait, faut pas effectivement faire d'amalgame entre l'adolescence et un vrai trouble psy qui a besoin d'être pris en charge en fait. Donc la différence entre éventuellement un trouble bipolaire ou une crise d'adolescence, c'est que la crise d'adolescence, elle passe. Le trouble bipolaire,
non seulement il ne passe pas, mais en plus il va s'aggraver. La différence aussi, c'est que quand un enfant a des difficultés et que ça pose des problèmes dans la vie de tous les jours, dans plusieurs sphères, à la fois à l'école, avec la famille, avec ses amis, faut vraiment pas hésiter à consulter. Et puis effectivement, faut faire très attention quand il y a des menaces de tentatives de suicide, ce genre de choses. C'est quelque chose vraiment à prendre au sérieux, pas dire bon bah ça va passer. Donc faut pas hésiter à se faire accompagner. Et puis le dispositif Mon Psy, c'est un petit peu compliqué parce que c'est un dispositif qui a été mis en place pour les enfants qui ont des troubles légers. Donc c'est pas pour un suivi au long cours pour des enfants qui ont des troubles psychiques sévères. Et ce qui est un peu dommage d'ailleurs. Mais pour rebondir sur ce que dit la psychologue qu'on vient d'entendre, l'une des causes du retard de diagnostic vient du fait que le trouble bipolaire est souvent confondu avec la dépression. Oui. Quels sont les symptômes propres à la bipolarité ? Alors, si on peut parler spécifiquement de l'enfant, les symptômes qui doivent alerter, en fait, il y en a plusieurs. Comme je vous le disais, c'est un ensemble de symptômes, puisque les crises de colère dont on a beaucoup parlé, parce que c'est ce qui vient... c'est les symptômes les plus bruyants, on va dire. Ce sont des symptômes qu'on appelle non spécifiques, c'est-à-dire qu'ils sont retrouvés dans beaucoup d'autres troubles. Donc voilà, donc c'est vraiment un ensemble de symptômes. Donc ça peut être des crises de colère explosives, une intolérance à la frustration. Il faut regarder aussi du côté des antécédents familiaux, ça c'est très important parce on appelle une vulnérabilité génétique dans la bipolarité. Donc voir est-ce qu'il y a des antécédents de troubles bipolaires dans la famille, diagnostiqués ou pas, parce que comme on l'a dit, il y a un retard de diagnostic sur cette maladie. Est-ce qu'il y a des personnes marginales, originales, des personnes avec des addictions qui ont fait des tentatives de suicide dans la famille. Il faut être très attentif quand il y a des tentatives de suicide, qui doivent faire absolument rechercher un trouble bipolaire débutant. Des mauvaises réactions à certains médicaments, je pense aux psychostimulants ou aux antidépresseurs qui peuvent aggraver un trouble bipolaire débutant. Un mauvais sommeil, un enfant qui va avoir... qui va diminuer son temps de sommeil et qui ne va pas être fatigué, c'est quelque chose de suspect. Un enfant qui a autant de diagnostics que de médecins consultés, parce que le médecin va s'arrêter aux symptômes du moment, en fait. Et justement, la spécificité de la bipolarité, c'est quelque chose de variable, instable. Donc voilà, une déscolarisation aussi, ça peut vraiment aussi alerter. Donc c'est vraiment l'ensemble de ces symptômes-là qui doivent conduire à explorer cette piste de la bipolarité juvénile chez l'enfant. Mais est-ce qu'on peut dire finalement que c'est parce que les personnes ne sont pas assez attentives qu'il y a ce problème de diagnostic ? Parce que je disais que d'après Bipolarité France, la littérature scientifique nous apprend que les premiers symptômes du trouble bipolaire apparaissent donc en général entre 15 et 25 ans, la plupart du temps. Et on découvre aussi qu'il se passe en moyenne 8 à 10 années entre l'apparition des symptômes et la mise en place d'un traitement adapté. Oui, en fait, il y a une énorme méconnaissance de ce trouble, en particulier chez l'enfant. Alors en fait, c'est les études rétrospectives des adultes qui nous ont beaucoup aidés, où on s'est rendu compte que majoritairement, les personnes qui souffrent de troubles bipolaires disaient qu'elles avaient eu leurs premiers symptômes avant 20 ans et parfois même avant 12 ans. Donc vraiment, il y a un problème de méconnaissance parce qu'en France, en fait, il y a une position très dogmatique de beaucoup de médecins qui disent que la bipolarité n'existe pas ou qu'ils n'y croient pas. Comme si c'était une question de croyance ou d'opinion. Donc ça, c'est donc parce vous nous dites en fait qu'il y a encore des préjugés, plus que des préjugés. Oui, tout à fait. Il y a une forte obédience psychanalytique dans notre pays. Et donc, en général, comme le disait Delphine tout à l'heure, c'est souvent le parent qui est fautif en premier. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on est aussi extrêmement réticent à poser un diagnostic chez l'enfant en disant qu'il ne faut pas mettre d'étiquette sur cet enfant, etc. Et donc, on va traiter les symptômes du moment, ce qui peut être extrêmement dangereux parce que non seulement ça va priver les parents d'une psychoéducation adaptée sur le trouble précis, donc c'est une perte de chance pour l'enfant. Et souvent, il va avoir... ça ne va pas l'empêcher d'avoir une médication, parce qu'il ne faut pas se leurrer, cet enfant va être complètement dysfonctionnel. Donc à un moment, il sera confronté à une médication. Et si on médicamente chaque trouble un par un, ça va faire un sacré cocktail de médicaments. Oui. L'autre problématique, c'est que... Et ça, c'est quelque chose qu'on observe beaucoup ? Oui, exactement. Énormément. Aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Et souvent, il faut un événement grave, comme une tentative de suicide, pour poser le diagnostic. On va avoir aussi beaucoup de difficultés avec le diagnostic différentiel. C'est un diagnostic qui partage beaucoup de symptômes avec d'autres problématiques dont on a parlé tout à l'heure, que ce soit le TDAH,
le TSA, la dépression, le trouble borderline aussi chez les adolescents. Donc voilà, du coup, il faut vraiment connaître spécifiquement chacun de ces troubles. Et là où ça se complique, c'est que ces troubles peuvent être ce qu'on appelle comorbides, c'est-à-dire qu'ils peuvent coexister. Un enfant peut être à la fois TDAH et bipolaire, par exemple. Oui. Donc voilà. Et aujourd'hui, en fait, le problème majeur, c'est vraiment la méconnaissance de ce trouble. Et on va utiliser les critères diagnostiques de l'adulte pour poser un diagnostic de trouble bipolaire. Donc souvent, la bipolarité typique et caricaturale. Et donc, on va chercher un épisode maniaque caractérisé, ce qui est quasiment inexistant ou extrêmement rare chez l'enfant, en fait. Et Delphine, à votre échelle, qu'est-ce que vous pensez de ces préjugés? Pourquoi ils sont si ancrés quant à la bipolarité, précisément? Alors, c'est très difficile, en fait, parce que nous, c'est vrai que on a eu la chance d'avoir été très bien entourés rapidement. Après, il y a aussi beaucoup, je pense aux autres adhérents de l'association qui sont en province aussi et qui ont un accès assez restreint à certains médecins. Maintenant, les préjugés sur la bipolarité juvénile, enfin, je trouve que c'est vraiment nous mettre dans un carcan et éviter en fait aux enfants d'avoir une prise en charge correcte et leur permettre d'évoluer correctement, que ce soit à l'école ou dans leur entourage. C'est vraiment les priver d'un bien-être et les isoler de tout, parce que quand ils ont des troubles... Moi, je vois, Manon a eu des troubles d'anxiété assez sévères, donc ça l'occulte forcément de tout ce qui est scolaire et de tous ses camarades autour. Donc voilà, c'est aussi difficile pour l'entourage, mais aussi pour les camarades. Même, est-ce que vous, en tant que maman, ne vous méprenez pas, mais quand on vous a dit la première fois que votre enfant était bipolaire, est-ce qu'il peut y avoir instinctivement un refus, ou on aurait préféré que ce soit autre chose ou... Oui, clairement, moi j'ai été dans une phase de déni. Enfin, il y a cette première phase de déni, puis il y a surtout la phase où on se dit en fait il faut faire le deuil de l'enfant, je ne vais pas dire normal parce qu'il n'y a pas de normalité, mais de l'enfant qu'on idéalise. Et puis on commence à avoir des angoisses, de se dire ok, moi je ne connais pas bien cette pathologie, je vois qu'il y a des médecins ou des spécialistes autour qui ne nous aident pas forcément à avancer. Donc je me dis comment va être son avenir, comment je vais réussir à me projeter. C'est un chemin de croix pour trouver le bon spécialiste. Bien sûr. Oui, c'est effectivement compliqué. Alors moi, j'ai pas eu tout à fait la même approche que Delphine. Au contraire, ça a été un soulagement. Personnel. En fait, ça a été un soulagement parce que, en fait, le plus difficile pour moi, ça a été de ne pas pouvoir aider son enfant, en fait. Et donc, finalement, un diagnostic, ça permet de mettre en place une prise en charge adaptée. C'est une solution, finalement. On peut enfin mettre en place un protocole adapté. Alors après, ce qui a été quand même difficile, là où je rejoins Delphine, c'est que accepter que son enfant ait cette pathologie, accepter parfois la prise d'un médicament, pas toujours, mais souvent c'est nécessaire, c'est aussi admettre que l'amour ne suffit pas, en fait. Et ça, c'est extrêmement compliqué. C'est culpabilisant, voilà, pour nous, parents. En plus, avec tout ce qu'on entend, voilà, tu drogues ton enfant. Et puis, on aimerait, en fait, ça serait tellement plus simple si c'était juste une question d'éducation. Même si c'est pas éducatif, on doit quand même absolument être aidé. Ça fait vraiment partie des préjugés encore qui existent. Tout à fait. Tout à fait. Que c'est du fait des parents. Exactement. Oui. En fait, c'est le problème du handicap invisible. La bipolarité, c'est pas une déficience intellectuelle, donc voilà, ça se voit pas comme ça. Donc c'est des comportements qui sont pas adaptés. C'est vraiment la maladie des excès, c'est des enfants qui dysfonctionnent en cas de stress ou de trop forte émotion, qu'elle soit positive ou négative. Moi, je me le suis entendu dire directement par un spécialiste lors d'une consultation. J'avais effectivement toutes les billes par rapport à bicycle. Je ne suis pas arrivée en connaissance de cause, en disant que ma fille était bipolaire, mais j'avais déjà pas mal de notions par rapport à tout ce que j'avais appris par le biais de l'association et de lecture. Et je suis arrivée avec tous les éléments et ma fille avait fait des crises pendant le confinement. C'était des crises explosives qui duraient entre 1 heure et 2 heures par jour. On avait 1 à 2 crises par jour, donc ça a été vraiment violent. Et quand je suis arrivée chez la psychiatre, parce que c'était une psychiatre, elle m'a regardée droit dans les yeux, elle m'a dit « Mais chère madame, votre fille va très bien. Je ne sais pas quelles ont été vos méthodes éducatives jusqu'à présent, mais sachez que votre fille va très bien. Je peux vous dire que vous ressortez de là, vous êtes vidée et vous vous remettez en cause. Vous dites, vous avez un premier enfant qui aujourd'hui a 18 ans, qui va très bien, et vous avez votre fille qui est dans la souffrance, que vous ne pouvez pas aider, et vous prenez de plein fouet que vos méthodes éducatives n'ont pas été les bonnes. Et quel a été votre refuge à ce moment? Où est-ce que vous avez pu l'association?
le groupe de parole, l'association, parce que finalement, en échangeant, on se rend compte qu'on est tous jugés, et puis que par le biais des échanges, il n'y a pas de filtre. Donc en fait, c'est aussi la possibilité de se dire, on se lâche un peu, on évacue un peu tout ce qu'on reçoit, et c'est sortir de l'isolement, c'est important. Et se rendre compte qu'on n'est pas les seuls. De ne pas se sentir seul, ça c'est certain. Et un mot quand même des premiers concernés, vos enfants bien sûr, et puis plus globalement les enfants de l'association, comment on les accompagne, qu'est-ce qu'on leur dit pour peut-être dédramatiser, et comment on leur apprend à vivre avec? Alors en fait, contrairement à ce que beaucoup de spécialistes pensent, c'est très important aussi pour eux d'avoir un diagnostic. Moi, la première fois qu'on a expliqué à mon fils que c'est son cerveau qui régulait mal les émotions, sa pensée, son niveau d'énergie, ses comportements, sa réaction, ça a été « Ah bon, alors donc c'est pas moi, je suis pas fou en fait ». Donc c'est quelque chose de très rassurant pour l'enfant, et on va l'accompagner dans la gestion de ses émotions, tout en lui disant « Voilà, la bipolarité, ça fait partie de toi, mais ça te définit pas, c'est juste une partie de toi, et si on t'accompagne, tu vas... pouvoir en faire probablement de grandes choses, parce que ce sont des enfants, en dehors de cela, qui sont créatifs, intelligents, très empathiques, qui ont énormément de qualités. Et donc aujourd'hui, on peut le dire, le traitement, il y a un traitement et on vit avec. Alors la prise en charge est vraiment globale. Il y a le traitement chez l'enfant si nécessaire, mais en première intention, c'est toujours une thérapie comportementale et cognitive et une psychoéducation pour toute la famille. Psychoéducation, c'est devenir vraiment expert du trouble de son enfant pour pouvoir mieux l'accompagner. Ça, c'est dans tous les cas de bipolarité juvénile. Voilà, exactement. Et l'espoir, en fait, justement, du diagnostic précoce, c'est que ce trouble redevienne un simple tempérament avec lequel l'enfant a appris à vivre, et peut-être éventuellement pouvoir arrêter le traitement. Et il y a des uniquement innovations ça pour les enfants. Voilà. Quelque chose que vous pourriez relever? Donc voilà, c'est ce que je disais. Donc l'innovation, là, on est en train d'en parler récemment. Il y a une avancée majeure peut-être. Il y a une prise de sang qui pourrait permettre de détecter éventuellement une bipolarité. Alors pour l'instant, ça s'applique plutôt pour les adultes. Il faut savoir déterminer s'il s'agit d'une dépression ou d'un trouble bipolaire. Pour l'instant, on n'en est pas encore à le détecter chez l'enfant, mais oui, ça serait une avancée majeure. Voilà. Une vraie révolution. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Laetitia Payen. Merci Delphine Ferco d'être venue nous voir sur le plateau du MAG sur School TV. Merci Agathe. Et quant à moi, je vous dis à demain pour une nouvelle édition.